L'annonce a été officialisée il y a quelques jours. Jocelyn Gourvenec quitte le LOSC. Alors que Jocelyn Gourvenec sera resté qu'un an, on sent qu'il va y avoir une nouvelle ère qui va s'installer au LOSC. Et dans cette vidéo, du coup, je voudrais revenir sur les dernières années du LOSC et également ce qu'on peut espérer pour le LOSC pour la suite. On a passé la barre des 900 abonnés, je vous remercie vraiment pour le soutien, c'est vraiment génial de vous voir de plus en plus nombreux. Si jamais vous n'êtes pas abonné et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas du coup à vous abonner, ça apporterait beaucoup pour le développement et le référencement. En 2017, Gérard Lopez rachète le club du LOSC. Gérard Lopez, homme d'affaires luxembourgeois qui a déjà eu des affaires dans le sport, notamment chez Lotus en Formule 1, où ça s'est fini en fiasco. À cette époque-là, le LOSC a un effectif qui n'est pas forcément de grande qualité. On sent un effectif qui est toujours du mal à se roder par rapport au titre de 2011. Et Gérard Lopez veut insuffler un vent nouveau. Gérard Lopez décide de prendre deux hommes importants à côté de lui en arrivant, Luis Campos et Marcelo Bielsa. Dès leur arrivée, ils mettent en place un loft pour se séparer de beaucoup de cadres de l'équipe. Ces lofts d'ailleurs font beaucoup débat. Ça inquiète beaucoup les supporters lillois de savoir pourquoi il y a des lofts, pourquoi ils séparent autant de joueurs. Et énormément de nouveaux joueurs arrivent au LOSC. Marcelo Bielsa est un entraîneur avec des idées. Marcelo Bielsa est un peu un sage du football, j'ai envie de dire, avec un puits de... Enfin, pour moi, c'est un puits de savoir, un puits de connaissances assez incroyable. Il a été entraîneur de l'Athletic Bilbao ou d'autres clubs où ça s'est vraiment super bien passé. On l'a vu également avec Leeds, mais malheureusement, il faut quand même plutôt le cadrer, car Marcelo Bielsa a vraiment des idées en tête. Et il faut être capable de pouvoir le cadrer, car quand il prend trop de place, je pense que ça risque des débordements. Et encore une fois, moi, je suis plutôt fan de Bielsa. Donc Bielsa arrive et du coup Bielsa décide de recruter énormément de joueurs comme je l'ai dit. On va avoir quand même quelques réussites comme Nicolas Pepe qui arrive en provenance d'Angers. On a Thiago Mendes qui arrive et qui fait quand même du bon taf. On a également Soumaré qui arrive de la réserve de Paris. Ou encore on peut citer Luis Araujo. Mais il y a eu également beaucoup d'échecs. On peut citer par exemple Edgar Yeh, Thiago Maia, Kevin Malcuit ou encore le prêt par exemple d'Ezequiel Ponce. Je sens que les noms que je viens de dire, les Lillois, vous auriez préféré les oublier. Malgré une première journée et une victoire 3-0 contre Nantes, on sent vraiment une équipe en difficulté. Dès le match d'après, on se retrouve avec une défaite contre Strasbourg de mémoire 3-0 également, avec un problème de gestion de gardien où les deux se retrouvent du coup suspendus ou blessés. Et c'est Nicolas Depréville qui se retrouve au but. Et c'est là où en plus les mauvais résultats commencent à s'enchaîner, en plus de l'incident qui s'est passé malheureusement à Amiens où une tribune s'effondre alors que Lille venait de marquer le premier but. On sent que le vent qui devait être un souffle nouveau est un vent plutôt contraire. Fin novembre, alors que le match se joue à nouveau à Amiens après les incidents, Amiens gagne 3-0 contre le LOSC et là ça en est trop, Marcelo Bielsa quitte le LOSC. En plus du coup d'un entraîneur qu'on ne comprend pas forcément du côté du Nord, c'est surtout en fait cette gestion d'effectifs où on a mis des cadres complètement... on a mis des cadres dans le loft alors que pour beaucoup il aurait fallu les garder. On a eu également des départs comme par exemple à la retraite de Marco Baccia qui n'a pas forcément été remplacé. On a vraiment eu en fait beaucoup de départs et on a renouvelé qu'avec de la jeunesse. On n'a vraiment pas de profil fort et c'est vraiment ce qui manquait à cette équipe du LOSC. On arrive début décembre, et en début décembre, on s'inquiète vraiment pour le LOSC. Le LOSC est avant-dernier, et là on se demande ce qui va venir du LOSC. Est-ce que le LOSC va malheureusement retourner en Ligue 2 ? On est vraiment très inquiet. Et là, alors qu'il est à cette époque chroniqueur au CFC, Hervé Matou pose cette question à Christophe Galtier. Est-ce que ce projet serait susceptible de vous intéresser, cet effectif-là, la situation du club qui est 19e ? Est-ce qu'il cherche un entraîneur ? Moi j'ai lu le communiqué, j'ai vu que l'entraîneur était suspendu momentanément. Oui, avant procédure. Tout peut arriver dans le football, donc l'entraîneur est en place. Par contre, si on me sollicite, oui, c'est un projet qui peut m'intéresser. J'ai joué 3 ans, vous l'avez dit, dans ce club-là. J'ai un attachement particulier pour ce club et pour cette région. Oui, c'est un projet qui pourrait m'intéresser si on venait me solliciter. Christophe Galtier a vraiment conscience du coup de tout le travail qui est effectué au LOSC, avec un effectif effectivement qui n'a pas été très bien travaillé, avec beaucoup de problèmes à certains postes. Beaucoup de manque de personnalité, sachant que justement Christophe Galtier, on l'a vu par la suite, a besoin de personnes avec des grosses personnalités. Il arrive tout de même à obtenir le maintien du LOSC avec un renouveau et surtout l'éclosion d'un Nicolas Pepe, d'un Thiago Mendes qui ont vraiment supporté les joueurs et ça vraiment, ça a été essentiel pour le maintien du LOSC. Et la saison d'après, surprise, le LOSC va vraiment beaucoup mieux et le LOSC arrive à finir 2e de Ligue 1. En plus des résultats, on a toujours
tendance à dire que Christophe Galtier est un entraîneur plutôt défensif, plutôt pragmatique, mais franchement, dans cette saison-là, le LOSC, on les voit plutôt pratiquer un beau jeu. On a une triplette avec Nicolas Pepe, Jonathan Iconé et Jonathan Bamba qui est vraiment très bonne derrière l'attaquant qui était soit Raphaël Léan, soit Loïc Rémy qui avait plutôt fait une bonne saison. Vraiment, on sent vraiment une osmose entre cette attaque et vraiment cette équipe est portée par ces joueurs-là et c'est vraiment mérité de les voir finir deuxième. Deuxième saison qui se suit, Lille finit quatrième lors d'une saison qui est malheureusement interrompue suite au Covid. Et Lille finit quatrième, donc là Lille a un peu plus de difficultés. Ils ont eu un parcours en Europe, en Ligue des Champions qui a été compliqué et qui a laissé beaucoup de traces dans l'effectif. En plus de ça, il y a eu le départ de l'homme phare Nicolas Pepe qui a laissé quand même un sacré vide. Et voilà, le LOSC finit quand même quatrième, ce qui est quand même pas loin d'être mauvais. Et pour un club comme le LOSC, finir quatrième, ça reste un bon résultat. En plus d'une politique de trading, comme on a vu pour vendre Nicolas Pepe, pour vendre d'autres joueurs, il y a eu également Thiago Mendes par la suite qui a été vendu 25 millions, ce qui est très fort, et ça c'est vraiment le coup de Luis Campos, c'est d'être capable de ramener des joueurs qui sont pas forcément très connus et arriver à les vendre à des prix super chers. Et ça, normalement, c'est censé être viable pour l'entreprise qu'est le LOSC. On peut citer Jonathan Iconé, Raphaël Léan, que j'ai cité quelques minutes auparavant. On peut également citer par exemple Victor Osimhen, qui arrive de Charleroi et qui fait une saison grandiose, qui est vendu quasiment la saison d'après pour une grosse somme au Napoli. Même si on apprend que le transfert finalement n'a pas ramené beaucoup d'argent au LOSC, mais c'est plutôt Gérard Lopez qui a magouillé. Bizarre. On peut également citer Mehmet Selik, Sven Botman. Vraiment des joueurs qui sont pas forcément très connus et qui arrivent au LOSC et qui s'imposent directement. Et ça vraiment c'est le travail de Luis Campos qui a été énorme. En plus de ça, Lille possède du coup un entraîneur comme Christophe Galtier qui est capable du coup de prendre ses profils, qui est un entraîneur on va dire assez formateur, même si je pense que c'est pas le meilleur formateur, mais est capable en tout cas de mettre en confiance les joueurs. Et du coup ce trio Gérard Lopez, Christophe Galtier et Luis Campos marche parfaitement. Et là où vraiment ils ont été très intelligents, le LOSC, c'est quand ils ont appris de leurs erreurs à ne pas mettre que des nouveaux, et ils ont également pris des profils avec beaucoup d'expérience, et pour moi c'est vraiment ça qui a fait la différence, et c'est pourquoi le LOSC va gagner le titre de champion l'année d'après. En recrutant des joueurs comme José Fonte, en recrutant des joueurs comme Burak Yılmaz ou même Benjamin André, on a vraiment 3 piliers d'expérience, donc un à chaque ligne, et vraiment ça fait une différence pour pouvoir contrôler les jeunes, pour pouvoir vraiment être là pour les jeunes, les encadrer plutôt. Et ça vraiment, ça a été vraiment une idée très bonne de la part des 3 hommes forts du LOSC. Lille gagne ce titre de champion qui est plutôt mérité dans une saison qui était quand même très folle, avec des équipes très serrées. On avait Paris, on avait Lyon, Monaco et Lille. Lille arrive quand même à arracher la mise, Lille est vraiment super fort, Lille est sur un nuage. Et Lille gagne le championnat, vraiment c'est mérité et bravo à eux. Mais pendant cette saison, il y a eu du changement. Gérard Lopez dit qu'il y a des difficultés au LOSC et du coup se voit obligé de vendre le club au Merlin Partners. Donc le Merlin Partners c'est un fonds d'investissement basé au Luxembourg et travaille avec Olivier Létang, qui du coup devient le président à la place de Gérard Lopez du LOSC. Le but de Merlin Partners c'est très simple, c'est d'effacer complètement la dette et mettre le sportif complètement en second plan. Et ça, malheureusement, c'est ce qui va du coup déplaire à Galtier et c'est pourquoi, quelques jours seulement après le titre, Christophe Galtier décide de partir du LOSC et va rejoindre l'OGC Nice. Et là, les supporters lillois commencent à prendre conscience de quelque chose. Effectivement, ils ont été champions, mais les années d'après, ça va être un peu plus difficile. D'ailleurs, on l'a vu il y a quelques semaines où Christophe Galtier a vraiment taclé Olivier Létang. C'est pour montrer, effectivement, et je pense que je suis plutôt d'accord avec lui, même si, bon, voilà, quand il est arrivé, c'était son rôle, mais Olivier Létang n'en a strictement rien à faire de l'institution qui était en place. Le but d'Olivier Létang, c'était de réduire la dette. En plus de ça, juste à la fin du titre, on a également un départ de 3 joueurs qui sont pour moi essentiels. Mike Maignan, le gardien, Soumaré qui va du coup partir à Leicester, et Luis Araujo qui va partir, même s'il est en rotation, il était quand même important dans cet effectif. Après quelques semaines de battement, Olivier Létang prend sa décision. Olivier Létang choisit Jocelyn Gourvenec. Et là, c'est un peu une incompréhension. Jocelyn Gourvenec qui a fait plutôt du bon travail à Guingamp, même du très bon travail du côté du Guingampais. Jocelyn Gourvenec est vraiment très bien vu, mais on l'a vu avec Bordeaux, c'est un entraîneur qui est un peu borné, qui n'a pas forcément une philosophie tactique très prononcée, et c'est surprenant de voir Jocelyn Gourvenec choisi alors qu'il n'a pas été entraîné depuis plusieurs années.
On apprend par la suite que c'est Olivier Létang qui a vraiment choisi Jocelyn Gourvenec. Olivier Létang voulait vraiment un entraîneur français car il savait que le sportif était vraiment secondaire et c'est plus simple d'imposer à un entraîneur français qui n'a pas forcément une grande expérience le fait de devoir fermer, on va dire, les valves du budget que de prendre un entraîneur étranger avec en général beaucoup d'idées tactiques et de lui dire écoute, tu viens là mais par contre tu pourras rien faire, on va t'imposer des joueurs et tu pourras pas acheter ce que tu veux. Donc le choix de Gourvenec au final se comprend, même si malheureusement c'est aux dépens du sportif encore une fois. Et d'ailleurs à souligner, Jocelyn Gourvenec n'était pas le premier choix d'Olivier Létang. Il voulait des entraîneurs français, comme Laurent Blanc par exemple, mais malheureusement c'est Gourvenec qui a été choisi. Malgré le fait de vouloir effacer la dette, du moins la réduire et l'effacer dans les années à venir, le LOSC continue quand même à pas trop mal travailler en recrutement. On le voit cet été en recrutant Amadou Onana, le jeune belge qui va faire plutôt une très bonne saison par la suite, et également Gabriel Gudmundsson qui arrive des Pays-Bas, de Groningue, donc le suédois, et qui va plutôt faire le taf. Alors c'est pas le joueur le plus impressionnant, on va dire, de Ligue 1, mais c'est un joueur qui travaille, c'est un joueur qui... Moi, je trouve que c'est un joueur plus que correct, qui se bat, et c'est vraiment le genre de profil important dans un club. On pouvait s'attendre du coup à un peu plus de départ, même si je pense que vraiment le départ de Mike Maignan est vraiment le départ très important, car sans Mike Maignan, je ne pense pas que le LOSC gagne le titre. Et en plus de ça, Jocelyn Gourvenec décide de garder la même tactique de Galtier. Comme je l'ai dit, Jocelyn Gourvenec n'est pas forcément l'entraîneur avec la plus grosse empreinte tactique, et du coup il se dit que s'il veut gagner et s'il veut avoir des résultats, il faut laisser les joueurs qui ont gagné au même endroit et les faire jouer de la même façon. Et malheureusement, le football, ça ne marche pas comme ça. On sait très bien qu'après un titre de champion, il y a forcément du relâchement, surtout quand le LOSC n'était pas le favori pour le titre. On sait également que le football est cyclique, qu'il n'y a pas forcément de recette miracle. On peut le voir par exemple avec l'équipe de France actuellement, où ce qui a marché en 2018 ne marche pas après par la suite. En fait, Jocelyn Gourvenec n'a pas forcément anticipé que les joueurs auraient peut-être un peu moins d'envie, j'ai envie de dire entre guillemets. Et surtout, il n'a pas pensé qu'il serait dans une sorte de zone de confort, j'ai envie de dire. Et puis également le fait que il faut insuffler en fait du nouveau. Quand on a gagné le titre et qu'on a atteint un objectif ultime, il faut insuffler quelque chose de nouveau. Et ça, Gourvenec, malheureusement, ne l'a pas compris. Et c'est pour ça que la saison du LOSC a été vraiment très difficile. On peut quand même lui attribuer le fait que le LOSC a été en 8e de finale de Ligue des Champions, même si, bon... La poule n'était pas d'un niveau incroyable, sans vraiment enlever le mérite du LOSC. Vraiment, je pense qu'ils ont fait un super taf. Mais Salzbourg était plutôt intéressant, mais Séville a vraiment été très très décevant, surtout le match là-bas à Sanchez-Pizjuán, où je les ai trouvés vraiment faibles. Wolfsburg est en pleine crise, où ils ont changé d'entraîneur avec Mark Van Bommel qui est vite parti, et ils ont pris Florian Kohfeldt, qui a vraiment pas fait non plus du bon taf. Donc vraiment, Lille, a été en 8e de finale, bravo, mais c'est pas grâce à Gourvenec. J'ai envie de dire que c'est plutôt les joueurs qui ont été très bons, qui ont montré de l'envie, mais on peut pas dire que c'est l'empreinte Gourvenec qui a permis à Lille de gagner les 8e de finale. D'aller en 8e de finale, pardon. Donc après un début de saison plutôt moyen, il va y avoir de nouvelles ventes au club, avec la vente de Jonathan Icone à la Fiorentina, avec Reinildo qui va partir à l'Atlético de Madrid, et également avec Yusuf Yacice qui jouait quasiment plus sur Gourvenec et qui était complètement transparent au CSKA Moscou. Encore quelques cadres du coup qui partent, et vraiment l'inquiétude commence sérieusement à monter du côté du LOSC. Même si encore une fois, il ne faut pas oublier l'objectif principal qui est financier. En plus de ça, il décide de recruter du coup Zegrova, qui était plutôt une bonne pioche, qui était également dans la shortlist de l'Olympique Lyonnais. Et Gourvenec Olivier Létang décide de prendre un joueur qu'il a toujours pris partout, Hatem Ben Arfa. Et ça a été la grosse erreur pour moi de cette saison. On le sait, Hatem Ben Arfa n'a pas sa langue dans sa poche. Hatem Ben Arfa est un joueur qui a malheureusement causé des problèmes dans pas mal de vestiaires, que ce soit en Ligue 1 ou en Angleterre. Donc vraiment prendre un joueur comme ça, qui est un peu perturbateur dans un club qui, pour le coup, n'a pas l'air d'avoir une confiance énorme entre eux, ça a vraiment été la grosse erreur du LOSC cette saison. Quelques semaines après d'ailleurs, Jocelyn Gourvenec et Hatem Ben Arfa se prennent la tête. Hatem Ben Arfa apparemment invective devant tout le groupe son entraîneur en disant à Jocelyn Gourvenec qu'ici il n'était pas à Guingamp et qu'il fallait proposer du football. Alors il avait pas tort, mais bon. Donc la saison vraiment se finit avec des résultats plus que médiocres.
Le LOSC va finir une 10e place dans un stade Pierre-Mauroy qui va devenir le Decathlon Arena la saison prochaine. Vraiment morbide, avec peu d'ambiance. Même lors du derby, franchement, l'ambiance était pas folle. J'étais au stade, j'ai pas trouvé ça incroyable. La grève des stades contre Monaco, vraiment, le LOSC, ça a été vraiment compliqué à voir. Et même si je ne suis pas supporter du LOSC, franchement, ça a fait mal au cœur de voir ce club un peu sombrer dans l'indifférence, j'ai envie de dire, dans les médias nationaux, alors que c'était quand même le champion titre. Vraiment, ça a fait mal, sincèrement. Donc Jocelyn Gourvenec va quitter le navire. Heureusement, Olivier Létang a réussi tout de même à faire son taf d'un point de vue financier. Le dossier est passé à la DNCG sans problème. Le gros objectif du LOSC, du coup, c'était de diminuer de 45 millions la dette. Chose faite, et ça, bravo pour Olivier Létang et bravo pour la gestion, même s'ils ont été beaucoup aidés par la qualification, justement, en 8e de finale en Ligue des Champions. Et c'est pourquoi Olivier Létang, du coup, reste dans l'organigramme et restera le président du LOSC. Même si on lui en veut beaucoup pour le choix de l'entraîneur qui n'était clairement pas le bon. D'ailleurs, c'est pourquoi le prochain coach ne sera pas choisi par Olivier Létang, mais il sera bien choisi par le fonds d'investissement directement. Et c'est pourquoi le choix se pencherait, d'après les dernières nouvelles, sur Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais. Donc Paulo Fonseca, c'est l'entraîneur du coup qui a été entraîneur de l'AS Roma, qui a été entraîneur de Porto et également du Shakhtar. Ça va changer de Gourvenec, très clairement. C'est un entraîneur qui prône un jeu très offensif. Ça va être le retour un peu du beau football là, au Decathlon Arena. Et vraiment, ça va être quelque chose d'agréable à regarder. Et ça va vraiment être, pour moi, le début d'une nouvelle ère. Car quand Gérard Lopez, Luis Campos et Christophe Galtier sont partis, on aurait dû justement engager un processus de nouvelle ère. Mais comme je l'ai dit, avec les problèmes financiers et tout, il y avait des impératifs avant de pouvoir s'engager sportivement vers d'autres succès. Et maintenant que ça a été validé par la DNCG et que la dette a vraiment bien été diminuée, le sportif va redevenir une priorité pour Merlin Partners. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le LOSC n'aura pas forcément du coup un budget non plus incroyable pour cet été, même si en fonction des ventes, donc sûrement de Botman et de Renato, ils pourront réinvestir du coup de l'argent sur d'autres profils. Ils vont pouvoir recruter grâce à cet argent. Et ça, on le sait, le LOSC, comme je l'ai dit du coup dans la vidéo, c'est un club qui recrute vraiment très bien. On l'a encore vu cette saison avec Onana ou Zegrova. Et en plus de ça, ce qui est vraiment une très bonne chose, c'est qu'il y a eu le départ de Bourak qui a vraiment énormément apporté au LOSC, mais on le sentait clairement en fin de course. On a également le départ de Renato. Je pense que c'était le bon moment parce qu'il a également été un peu, on va dire, sur le terrain. Il n'a pas forcément apporté des bonnes ondes dernièrement. Et surtout, je pense que c'est la chose primordiale, c'est que José Fonte, le capitaine, le leader de cette équipe, va rester et ça va vraiment permettre de pouvoir avoir une base solide à l'intérieur de ce projet qui se veut nouveau. En tout cas, on peut vraiment espérer pour le LOSC, dans cette saison, il va y avoir moins de matchs car ils sont privés d'Europe. Un renouveau, c'est ce que normalement Merlin Partners va mettre en place. J'espère vraiment que le coach portugais Paulo Fonseca va arriver au LOSC. Ça va vraiment être cool de pouvoir voir le LOSC rejouer au football à nouveau. Je sais pas si on peut espérer un top 5 l'année prochaine, car malheureusement il y a des équipes qui commencent à s'installer dans le top 5 quasiment toutes les saisons. Pour le Paris Saint-Germain déjà prend quasiment la première place 4 fois sur 5. On a Monaco qui est toujours là, on a Marseille qui travaille très bien, Rennes qui travaille de mieux en mieux, le projet Ineos de Nice qui commence vraiment à voir le jour, et en plus on parle du retour de Lucien Favre, donc je pense qu'il va enfin exploser. On peut parler de Rennes également qui travaille très très bien, et Lyon qui vient d'être acheté par les Américains, donc vraiment la concurrence va être rude. Mais on peut vraiment espérer pour les supporters de retrouver en fait cette joie, cette envie d'aller au stade, de supporter son équipe, d'avoir vraiment une osmose comme on a pu le voir sur certaines saisons au stade Pierre-Mauroy qui sera du coup le Decathlon Arena, j'ai du mal à m'y faire. Mais vraiment retrouver cette joie de vivre dans le stade car vraiment clairement c'est ce qui manquait dernièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Dites-moi vous ce que vous pensez, du coup, est-ce que le LOSC va pouvoir rebondir? Est-ce qu'on va avoir vraiment le début d'une nouvelle ère? Ou est-ce que vous êtes plutôt sceptique? En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Tchuss!